Jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1. Pendant 2 heures, vous avez carte blanche pour laisser libre cours à vos émotions, à vos désirs, à vos états d'âme. Alors si vous êtes dans une situation qui vous préoccupe, si vous rencontrez des soucis dans votre couple, si vous avez une décision importante à prendre dans le domaine privé ou professionnel, ou si vous vous sentez un peu seul en ce moment et que vous avez besoin de parler, la ligne vous est ouverte au 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence, sous l'œil bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, nous comptons sur vos commentaires, sur vos réflexions que vous pouvez nous livrer par SMS au 7 21 21 code nuit, ou nous écrire aussi par mail sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, ça y est, nous sommes en décembre et il faut penser aux cadeaux de Noël. Alors Europe 1 vous propose de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël. Et pour cela, il suffit de nous appeler au 39 21, 34 centimes d'euros par minute, ou d'envoyer le mot Noël, N-O-E-L, par SMS au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et jusqu'à 1h, vous pouvez gagner un lecteur MP4, des places pour le spectacle de Nicolas Canteloup, et parmi la sélection des coups de cœur européens, des CD, des DVD, un coffret Jamie Cullum et le film Millennium, et bien d'autres cadeaux encore. Alors vous pouvez tenter votre chance en nous appelant immédiatement sur le 39 21, 34 centimes par minute, ou par SMS en envoyant le mot Noël, N-O-E-L, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Europe 1. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Écoute Caroline, j'ai on peut dire un grand problème pour moi. C'est que donc on est parti plutôt donc le mois de juillet au Maroc pour les vacances. Oui. Donc moi, mon mari, son copain, et donc on se connaît déjà. Avant, j'ai jamais de coup de foudre pour son copain, jamais. Et donc depuis qu'on est parti aux vacances, un mois, donc je sais pas. D'un coup, j'ai tombé, on peut dire, amoureuse de lui, un coup de foudre pour lui. Et donc mon mari déjà, c'est-à-dire il a plus de réaction pour moi, il a plus de désir, il a un petit problème de santé. Et ça fait 1 an qu'on couche plus ensemble. C'est bon, on s'aime et tout, mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Il ne peut pas, donc normalement, le médecin lui a donné des piqûres contre ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive, votre mari? Il a des problèmes de santé? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il a un problème de santé. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème? Écoute, Caroline, il a fait un biopsie pour la tête. Oui. Et donc, ils n'ont rien trouvé. Et apparemment, c'est dans je sais pas. C'est pas la prostate, mais je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je connais pas exactement. Donc, ils l'ont donné des médicaments pour ça. Et donc, il prend des médicaments comme hydrocortisone. Oui. Il a quel âge? Il a 48. 48? Oui. Oui. Il est encore jeune. Oui. Et comment dirais-je, il est bien, il est gentil avec moi et tout. J'ai pas envie de dire
Ah, écoute, t'es malade, on couche plus ensemble, on se sépare, j'ai pas envie de faire ça. Oui. Donc j'ai dit, hop, je reste avec lui jusqu'au bout. Comment on dit, il est malade, je suis à côté de lui parce qu'il est gentil, il mérite pas ça. Mais, d'un coup, on est parti en vacances, j'avais un coup de foudre pour son copain. Ouais, et comment? On part comme ça pour des mariages en Maroc et tout. Et donc, dès que son copain, il me dit, écoute, il y a une fille qui vient, regarde Sarah, si elle te plaît, pourquoi pas? Tu demandes la fille de qui et tout, pour aller demander la main pour lui, c'est-à-dire lui, il veut. Et là, je tombe, vraiment, je suis jalouse. Chaque fois, il me demande, ça, hein, elle t'a plu une fille, ça va, au mariage? Je suis jalouse. Un jour, il me dit, Sarah, j'aimerais bien savoir pourquoi tu es jalouse comme ça. Il faut explique-moi, il y a quelque chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire? J'étais vraiment, je lui dis pas. Et là, je lui dis par message, pas en face. Mais qui vous demandait pourquoi vous étiez jalouse, l'ami de votre mari ou votre mari? Ah non, je suis jalouse que de son copain dès qu'il regarde une fille. Oui. Ça, j'ai compris, mais qui vous demandait pourquoi vous étiez jalouse comme ça? Le copain ou votre mari? Oui, c'est le copain. Ah oui, il s'en doute, non? Voilà, il avait une doute, mais c'est pas 100%. Parce que moi, je lui ai pas dit, je lui ai pas montré, mais ça se voit. Dès qu'il regarde une fille, ou il me dit, ah, elle est pas mal cette fille, je suis jalouse. J'ai un feu de jalousie, mais pas possible. Même moi, j'étais étonnée à moi-même. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a dit, ça va, Sarah, tu peux me dire pourquoi tu es jalouse à ce point-là? Je dis, écoute, j'arrive pas à lui répondre. Après, je lui dis, je te l'envoie par message un jour. Il m'a dit, écoute, non, pas un jour, tu dois me dire aujourd'hui, sinon je me fâche. Il m'a dit, tu me dis pourquoi tu es jalouse comme ça? Il a pas compris pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il voulait vous l'entendre dire, mais il s'en doute. Oui, il avait une doute, mais il veut entendre 100%. C'est ça. Donc, je lui ai envoyé par message, j'ai dit, écoute, tu m'excuses, je sais que c'est dur, mais il faut que je te le dise que, voilà, comme ça, je suis tombée amoureuse de toi. Alors, tout de suite, il m'a répondu, il m'a dit, on fait quoi et comment? Tout de suite. Il m'a dit, on fait quoi et comment? J'ai dit, écoute, je sais pas, c'est une situation grave, mais je ne sais pas, comme ça. Et jusqu'au matin, Caroline, on se voit des messages. Lui, il m'envoie, moi je réponds, ou c'est moi qui lui envoie, il lui répond. Vraiment, il était... c'est comme pour dire, oui. Bah oui, il vous tendait la perche. Hein. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, finalement? Donc, on a retardé, moi et mon mari, de vacances, 1 mois encore. On a rajouté encore 1 mois. C'est lui qui voulait, mon mari, parce que sa maman, elle était gravement malade, au Maroc. Donc, lui, il est resté avec nous. Oui. Il a rajouté encore avec nous. Il a dit à mon mari, écoute, je suis rentrée avec vous. Je pars avec vous. Et lui, il a fait exprès. C'est juste pour qu'il reste avec moi. Bien sûr, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que s'est passé? On n'est pas tous couchés ensemble. Je l'ai laissé courir. Vraiment, on peut dire comme ça. Oui, mais dans les faits, ça s'est passé quand même. Ça. J'accélère un peu parce qu'il y a des moments où la liaison n'est pas très bonne, Sarah. Vous devez avoir un sans fil, je crois. Et il y a des moments où il y a des bourdonnements. Là, ça se passe, tant mieux. Mais je crains que il y a des moments où c'est vraiment pas bon. Il y a des bruits de bourdonnement derrière. Donc d'accord. Vous avez un sans fil? Non, j'ai le portable. Ah, bon, alors là, vous êtes dans un endroit où ça va mieux. Donc, en fait, finalement, vous avez fini par avoir une liaison. Voilà. Donc, on a fini par ça, parce que moi, déjà, je veux, lui, il veut, et ça m'a manqué, ça, avec un que j'aime. Je veux dire, avec mon mari, il n'y a rien. Je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai mis du temps aussi. J'ai dépassé les 15 jours. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai décidé, oui, voilà. Et donc, on a fait et tout ensemble. Et depuis qu'on a fait Caroline, tous les jours, il demande. Tous les jours. Dès qu'on a commencé à faire le soir, le lendemain, tous les jours. Tous les jours, il veut. Et tous les jours, on couche ensemble. On est retourné en France. Dès qu'on est retourné en France, je l'ai pas vu
C'est-à-dire, j'ai pas de contact avec lui une semaine. Il veut pas montrer. Parce qu'on habite un peu loin. Et après, un jour, je lui dis, comment tu vas? Et il m'a dit, ça va. Et toi, je dis, ça va. Et il m'a vu que moi, j'ai pas demandé autre chose. Il a pas demandé. Et un jour, moi, je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, comment tu vas? Il m'a dit, je suis bien. Et toi? J'ai dit, ça va. Il m'a dit, écoute, moi, je veux te le dire, mais c'est toi qui dis. C'est toujours, il me dit, c'est toi tu veux. Toujours. Jamais il a fait quelque chose sans me demander ou sans que vraiment moi à l'aise. Il me dit, c'est toi tu veux. Et alors, vous Voilà, en êtes où, là? Vous en êtes où? Ben là maintenant, comment dirais-je, je sais pas, on se voit par téléphone et on se voit quand on sonne des rendez-vous. Et donc, moi, par jalousie, il y avait une fille à cause de l'appartement. Et cette fille, donc moi je suis allée à la CAF avant-hier. Non, hier, je suis allée à la CAF, je rentre, je le trouve avec elle au couloir. Avec cette fille qui m'a dit c'est une amie et j'ai pas de relation avec elle. Ce qu'il m'a dit à moi. Elle m'a dit j'ai pas de relation avec elle, c'est juste avec elle à cause de l'appartement. Donc je les ai vus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ticket, je suis allée à la salle d'attente sans parler avec eux, ni avec elle, ni avec lui. J'ai fait semblant, je les connais pas, ni lui ni elle. Donc, j'ai resté. Oui, mais attendez, Sarah, vous pouvez difficilement vous permettre de lui faire des scènes de jalousie dans la mesure où vous-même vous êtes mariée de votre côté, enfin. Mais c'est ça, Caroline. Bon, c'est ça. Puisque vous me dites quand même que vous aimez en même temps votre mari et que semble-t-il vous ne voulez pas le quitter, donc. Oui, je peux pas le quitter et je peux pas, Caroline, en même temps. Peut-être essayer de me comprendre un peu et j'arrive pas en même temps aussi rester sans sexualité. Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Je comprends. Je porte pas du tout de jugement là-dessus. Bon, il y a eu à un moment ce rapprochement. Vous dites bien avant cet homme, vous le connaissiez et c'était un ami. Point barre. Le problème, c'est que n'ayant pas de sexualité depuis un an avec votre mari, il y avait un manque, il y avait une frustration et du coup la proximité physique de cet homme a fait que il s'est passé ce qui s'est passé avec lui. Bon, maintenant, lui faire des scènes de jalousie, ça rime à rien, c'est déplacer le problème. Votre mari, il faudrait peut-être voir vraiment, je pense que les médecins à 48 ans ne vont pas le laisser comme ça avec ce problème et vont essayer de comprendre d'où viennent ces difficultés. Bon, évidemment, d'érection, d'accord, pour vous, c'est un problème et pour lui aussi, j'imagine, à 48 ans. Mais il faut quand même comprendre aussi ce qu'il y a derrière. Parce que vous me parlez de biopsie au niveau cérébral, vous m'avez dit, au niveau de la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils vont aussi chercher quand même s'il n'y a pas un problème de santé plus grave. Vous voyez, ils vont aussi chercher de ce côté-là quand même. Parce que vous vous focalisez sur l'aspect sexuel, mais lui, s'il a aussi des problèmes s'il craint pour sa santé, ça joue aussi, hein. Ça joue beaucoup, c'est qu'il a le diabète, il a le cholestérol. Il a du diabète? Oui. Ah oui, mais ça, le diabète a des répercussions sur les érections, hein. Voilà. Alors le temps qu'on le stabilise, il faut aussi. Et lui, il fait pas attention, donc je suis toujours derrière lui pour les médicaments. Donc le médecin veut lui donner des piqûres, il veut pas. Pourquoi? Parce que il y a un copain, lui a dit que tu risques d'avoir un cancer de prostate et il a pas pris. Oui, mais ça, il faut qu'il voit vraiment avec son médecin. Il est suivi par un neurologue. Ah oui, bon, donc il faut pas qu'il écoute ses copains c'est le médecin urologue qui est quand même le mieux placé pour le soigner. Ouais. Et s'il a un diabète conséquent et il faut qu'il soit bien soigné. Si l'urologue avait proposé des piqûres directement dans le sexe. Non. Ou des piqûres pour l'insuline. Pour le diabète. Non, c'est des piqûres, Caroline, c'est pour avoir un peu de réaction, c'est ça. Oui, on fait des piqûres, dans la verge pour avoir une érection et ces piqûres ne provoquent pas de cancer de la prostate. Enfin, son copain lui raconte n'importe quoi, hein. Donc le médecin lui a dit t'as pas de risque de prostate parce que vous n'avez pas. Elle lui a dit le problème de la prostate. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit moi écoute, moi je risque pas ça, je fais pas.
Donc, oui, mais s'il préfère écouter ses copains plutôt que le médecin, voyez. Alors, je comprends, votre mari doit être très angoissé en ce moment, ça se comprend. Ça doit lui mettre le moral à zéro aussi. À 48 ans, de plus pouvoir avoir d'érection, ce problème de diabète qui en plus fatigue beaucoup et ça a des répercussions sur tous les organes. Et puis ça fatigue beaucoup, enfin, bon, il doit pas être bien en ce moment. Et les problèmes des hormones, ce qu'elle lui a dit le médecin. Bah oui. Donc le temps qu'on stabilise, qu'on trouve vraiment le traitement qui lui convient. Mais là, je crois que vous vous embringuez dans une histoire qui est pas bonne, et puis commencer à faire des scènes de jalousie à cet homme. D'accord. C'est pas la meilleure des choses. Qu'est-ce que vous voulez? En plus, cet homme, c'est l'ami de votre mari. Imaginez que votre mari la prenne. C'est vrai. Vous imaginez ce qui risque de se passer? Là, vous risquez vraiment de le perdre et vous en seriez malheureuse parce que si j'ai bien compris, vous l'aimez, votre mari, quand même. Hein? Oui. Il y a ce problème. Vous vous êtes rapproché de cet homme parce que il y avait plus de sexualité avec votre mari et ça vous manque. Oui. Je le comprends. Oui. Mais c'est quand même à haut risque d'avoir une relation comme ça avec son ami. Hein. D'accord. Je crois qu'il vaudrait mieux de s'arrêter avec. Ah bah oui. D'accord. Oui, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez lui, de son côté, il est libre et vous êtes mariée, hein, Sarah? C'est vrai. J'ai besoin de conseils, c'est pour ça que je suis perdue. J'ai besoin. Mais je crois il faudrait essayer de votre mari, c'est un moment difficile, mais ça veut pas dire qu'il va rester impuissant toute sa vie. Et je crois qu'il faudrait vraiment que, en attendant, ce que lui prescrit son neurologue, ça marche bien, les piqûres. Je lui dis, je l'aide, je suis toujours à côté de lui. Je lui donne des conseils, je l'aide pour je suis toujours avec lui, je peux pas le laisser tomber. J'essaie de le soigner moi-même moralement déjà. Et je lui dis, fais attention, c'est pas grave, il n'y a pas que toi que tu as ce problème, il faut se soigner, heureusement il y a des médicaments qui existent et tout, j'essaie de lui donner un peu de courage. Donc il veut pas les piqûres. Bon, ça lui fait peur en tout cas. Il a peur, évidemment, si en plus en ce moment il est très anxieux. Mais il faudrait qu'il en reparle. Il faudrait qu'il pose carrément la question à son neurologue en disant: écoutez, docteur, j'ai peur des piqûres parce qu'un de mes amis m'a dit que ça pouvait donner un cancer de la prostate. Qu'il pose carrément la question à son médecin. Vous savez, les médecins, ils sont là, ils se moqueraient pas de lui. Ils seraient là pour le rassurer, pour lui dire ce qu'il en est. Dire bah oui, effectivement, il y a des gens qui disent ça, mais bon, voilà, comme à un moment on disait la pilule, il y a un risque chez les femmes qui ont des cancers, quand il y a des antécédents de cancer du sein. Bon, le médecin, il vaudrait mieux qu'il lui pose carrément la question, et comme ça au moins le médecin pourrait le rassurer par rapport à ses peurs. Oui, d'accord. Et Caroline, pour cet homme, donc je dois lui dire que c'est fini, c'est moi qui dois lui dire, hein? Ça serait mieux que ça vienne de vous. D'accord. De lui dire, on arrête là. De toute façon, je crois que vous lui aviez déjà envoyé un message, vous aviez dit au standard. Oui, j'ai envoyé des messages parce que depuis je l'ai vu avec la fille, je lui ai dit comme quoi que on s'arrête là. Voilà, c'est ça. Et mais aujourd'hui, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, peut-être j'étais un petit peu méchante hier de te dire, je te rapproche parce que je t'ai vu avec la fille, mais aujourd'hui, je peux te dire, qu'est-ce que tu penses si on reste amis? Je lui ai dit, il m'a pas répondu. Parce que il est peut-être un peu vexé, un peu blessé, un peu fâché, hein, c'est normal. Après tout, c'est vous qui décidez déjà d'arrêter la relation, et en plus parce que vous lui faites une scène de jalousie. C'est un petit peu fort quand même. Après tout, vous n'êtes pas la mieux placée pour faire une scène de jalousie, mais peut-être que vous pouvez le rappeler en disant: je suis désolée, dire bon, je me suis emportée, je suis assez perdue en ce moment, et je crois que cette situation est difficile. Je suis perdue, je sais plus trop où j'en suis, et voilà, il y a eu ce moment où on s'est rapprochés tous les deux, mais cette situation ne nous mène nulle part. Et finalement, je crois qu'il vaut mieux, le plus simple pour nous deux serait qu'on conserve un lien amical. D'accord,
de s'arrêter là ou de se... Et d'éviter de vous voir pendant quelque temps, hein, si vous le pouvez, pour éviter, parce que vous allez vous trouver un peu en danger si vous le voyez. Hein. Le désir, il n'est pas parti, il va pas partir comme ça. Non. Vraiment. Donc lui, évitez de le voir pendant quelque temps si vous pouvez. D'accord. Bien, oui, je peux. Ou alors ne le voyez qu'en présence de votre mari. Non, je peux le dire comme ce que vous m'avez dit, je le vois plus. Parce que Caroline, combien de fois je lui ai dit qu'on arrête et le soir, ça c'était au Maroc. Et donc je lui ai dit combien de fois on arrête là cette situation, ça ne ramène nulle part. Et le soir, il couche avec moi, c'est comme je lui ai rien dit. Mais oui, donc il vaut mieux que vous preniez de la distance. Mais je croyais que c'était un ami de votre mari, hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc votre mari risque de ne pas comprendre, de plus le voir. Mais bon, c'est pour ça que vous, de votre côté, évitez de le voir. Et si vous évidemment, si votre mari veut le voir ou lui-même, j'espère qu'il sera suffisamment discret pour éviter de venir en ce moment trop vous voir chez vous. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il est discret, il montre pas, il m'a déjà dit je montre pas, et donc chaque fois, je lui dis on arrête, il me dit c'est toi qui veux. Moi, j'ai rien donc, voilà, il sait très bien que finalement, c'est vous qui tenez les ficelles de cette relation, hein. Voilà. Recentrez-vous, je pense, sur votre couple, là. Oui, hein. Chaque fois, je lui dis c'est fini, il me dit c'est toi qui veux. Moi, j'ai rien dit. Bon, voilà, alors. Vous avez la réponse. D'accord. Merci Sarah de votre appel. Merci Caroline. Au revoir et bonne soirée. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Da Silva, les plus belles lettres. Bonsoir Michel. Michel, vous êtes là ? Oui. Bonsoir. Allô, oui. Vous êtes à l'antenne, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vais essayer de commencer, je vais un petit peu vous raconter rapidement l'histoire pour que vous puissiez m'aider parce que je n'arrive pas à trouver l'attitude envers cette personne. J'ai rencontré ce monsieur qui est le père de ma fille il y a 4 ans. C'était une relation qui avec moi était titubée doucement, j'étais très méfiante. Il m'a mis en confiance au bout de 2 mois et demi en train de me dire oui, fais-moi confiance. Et j'ai craqué, voilà. Sauf qu'au bout de 4-5 mois, j'étais plus à son goût, je lui correspondais pas. Bon, par contre, il a eu l'amabilité et l'honnêteté de me dire au tout début de notre relation, il m'a dit qu'il voyait une psychothérapeute, ça fait 20 ans. Il a 41 ans, j'en ai 40. Et il m'a dit, voilà, moi j'ai un problème psychologique. Il m'a dit, j'ai vécu une séparation de mes parents. Et il m'a dit, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à rester longtemps avec une femme. Voilà, il en a eu 4 en tout. Une relation de 7 ans, quand il avait 17 ans, une relation de 3 ans, une relation de 2 ans. Et moi, je suis venue, voilà, je suis la 4e. Et il a été honnête, il m'a dit, voilà, je prends des médicaments, il a, je crois, 4 médicaments par jour. Bon, il travaille, il a un très bon poste. Et il m'a dit, voilà, je préfère être honnête pour te dire ça et tout. Moi, voilà, je l'ai pris par compassion. Mais alors vous l'avez pris par compassion? Au début, oui. Mais qui titubait? J'ai pas compris. Vous avez employé le terme titubé. Ça veut dire que moi, j'y allais à tâtons. Ça veut dire que je me suis tellement, j'ai eu tellement de mauvaises histoires dans ma vie que, vous savez, les hommes ils vous racontent, oui, t'es la plus belle, oui, t'es ceci, oui, t'es cela, et j'y allais doucement. C'est-à-dire que parce que je suis de tempérament à être en retrait, mais quand j'apprécie la personne, là, je suis entière, mais vraiment à tous les sens du terme. Voilà, que ce soit en amour, en amitié, j'y vais doucement, mais quand je m'investis dans une histoire, voilà, je vais être très honnête, je vais être sincère, je vais m'impliquer, et voilà. Et voilà pourquoi je dis à tâtons, c'est-à-dire que j'y allais doucement, et là, il m'a convaincu dans l'idée de me dire, voilà, fais-moi confiance, je serai toujours là pour toi, je ne te quitterai pas pour rien et tout. Mais il m'a dit, voilà, je préfère te dire au début que je prends des médicaments parce que il a des problèmes d'angoisse. Voilà, c'est quelqu'un qui d'après ce qu'il m'explique, par exemple, pour aller en vacances, il peut pas. Il est mal à l'aise, il angoisse, il sait pas ce qu'on va penser de lui. Il a qu'une hâte, c'est de travailler dans la journée, de rentrer chez lui, de d'éteindre son téléphone. Il faut plus qu'on l'appelle. Voilà, de vivre sa petite vie tranquillo chez lui.
Il me l'a dit au début. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu veux te mettre avec quelqu'un? Il me dit non, parce que je veux guérir. Et puis là, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu corresponds à tout. Bon, bref. Ça a tenu 4-5 mois. Et puis un jour, il m'a récupéré en me disant, voilà, on devait aller chez ses parents. Il me dit... Et au début de la relation, rapidement je vous dis ça, c'est comme ça que vous pourrez un petit peu m'aider. Au début de la relation, c'était comme un conte de fées, c'est-à-dire qu'il m'a limite demandé en mariage. Même mes collègues de travail ont trouvé ça bizarre. On m'a dit, tu le connais à peine? Mais je dis, oui, mais moi, ça me paraissait bizarre. Il m'appelait 20 fois dans la journée. Et puis à un moment donné, il me dit, je vais t'offrir une bague. Et on va se faire des bagues mutuelles, comme un fiançailles. Mais le problème, entre guillemets, c'est après que j'ai compris, c'est moi qui me suis offert ma bague. Hein. On l'a chacun payé de notre argent. Moi, j'ai pris ma bague, il a payé sa bague. Et on a fait ça. Mais pourquoi ça? Voilà, vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, au début, j'étais un peu réticente, mais après, je me suis un peu laissée emporter dans la vague. Mais non, mais je comprends, et puis finalement, c'est vous qui vous la payez. Voilà, arrivé à la caisse, oui, on était au BHV, oui. Je me retrouve en train de payer la bague avec lui. On a payé 50-50. Il me dit, comme ça, tu te sentiras pas mal à l'aise. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, ouais. Bon, drôle de façon de justifier. J'ai compris beaucoup de choses. Et voilà, alors la bague mais ça c'est pas mal, oui. Tiens, Fifi est en train de me dire qu'il va essayer ça. Lui donnez pas des idées à celui-là, parce que Noël approche, là, vous allez voir. Il va mettre la facture dans le cadeau. Non, moi là, je vous dis cette histoire, ça fait 4 ans. Non, mais c'est très particulier. Mais il avait pas de souci d'argent à ce moment-là. Non. Attendez, il est cadre à la RATP, je veux dire, c'est une très grande société. Mais moi, je vous parle de cette histoire, il y a 4 ans. Non, puis surtout une bague, c'est très symbolique. Oui, je vous laisse poursuivre, pardon. Voilà, non, mais oui, mais c'est très symbolique, hein, c'est très symbolique. Je n'arrive pas à trouver une réponse à mon attitude envers lui. Alors, d'accord. je vous raconte un peu le début. Oui. Et voilà, après, relationnellement, sexuellement, il m'a dit, je ne te toucherai pas, je te respecte tellement que je préfère faire ça solennellement, ça veut dire qu'on va faire ça dans un endroit où voilà. Alors, on a fait ça chez ses parents, qui ont un très beau chalet, on y est allé. Il m'a fait à la limite à genoux, mais je vous explique même pas. Bon. Par contre, moi, j'ai été choquée, ça me correspondait pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, il me vient des images en tête, mais il m'a fait ça à genoux, là, c'est assez curieux, oui, c'était vraiment... Voilà, c'est pour ça, il y a que vous qui, éventuellement, parce que je vous entends tout le temps, et vous avez une façon de réfléchir, voilà. Je n'y arrive pas toute seule, bon. Et voilà, il m'a fait ça, on a fait ça, j'ai pas trop aimé. Au début, ça m'a choqué, c'était trop rapide, ça ne correspondait pas à son physique, à sa façon de me parler, ça n'avait rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. J'ai laissé, les mois sont passés, et puis voilà, au bout de 5 mois, monsieur m'annonce que ça y est, je lui corresponds. Il me dit textuellement, il me dit, je t'aime plus, je ne ressens plus rien pour toi. Il me dit, voilà, mon problème, il a repris surface. Je lui dis, pardon? Et je lui dis, tu m'annonces ça maintenant que j'ai commencé à te faire confiance, maintenant que tu es rentré dans ma vie. Je lui dis, mais attends, quand on rentre dans la vie de quelqu'un, quand on sait qu'on a un problème, on ne s'immisce pas dans la vie de quelqu'un parce qu'on détruit. Et moi maintenant, c'est quelqu'un qui m'a détruit. Voilà, j'ai perdu 10 kilos, je maigris de jour en jour, je ne m'alimente plus, je pleure. Et voilà, j'ai un bébé à élever, et voilà. Même le fait d'en parler, là, je suis pas bien, mais bon, je vais le retenir. Et voilà. Alors c'est un homme. Après cette dispute-là, moi j'ai essayé de le raisonner. Comme j'ai vu qu'il avait des problèmes, je lui ai dit oui, laissons-nous encore le temps. Peut-être que ça va s'arranger. Moi c'est pas que je l'ai forcé, mais je me suis dit, je vais l'aider à surmonter ce mal-là. Peut-être que je corresponds à quelque chose et qu'il n'a pas encore vu, parce que je suis de tempérament. Comme j'ai eu un problème avec mon père qui m'a battue étant jeune et tout, je donne ce que j'aurais voulu qu'on me donne au fond. Voilà, c'est ça. C'est que je suis très attentive, je suis là. J'ai trop été là pour lui et en fin de compte, avec le recul, j'ai l'impression j'ai été plus sa confidente, sa maman, parce qu'il me pleurait dans mes épaules. J'ai fait ce rôle-là. Honnêtement, je l'ai fait avec tous les hommes dans ma vie. Voilà. J'adore faire plaisir. Il rentre à la maison, je lui cuisinais, même si j'étais fatiguée, je me faisais belle. Il m'appelait pour un truc. Oui, j'étais tout le temps présent. Il était mal dans sa pose. Voilà, j'étais à votre place. Vous imaginez, il m'appelait à 4 heures du matin, ça va pas, tu sais. Et j'étais là. Et cette relation a duré pendant 4 ans. Alors, à savoir comment, après ces 5 mois où il m'a annoncé cette rupture, on se voyait... Alors, monsieur me voyait une fois par mois, quand je lui manquais, mais pas forcément sexuellement, quand je lui manquais, je sens qu'il a un manque de moi, parce que je suis quelqu'un qui est très rigolote, qui parle, qui je sais pas, très vivante. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu arrives à émettre quelque chose, et quand je sors de la vie de cette personne, on sent le vide. C'est ce que tout le monde me dit. Même mes parents me le disent.
Et alors, qu'est-ce qui se passait? Il venait me voir une journée, des fois on faisait rien. Voilà, on dirait que ça rechargeait ses batteries et il repartait. Et le lendemain, il m'appelait en me disant, oui, tu sais, je crois que j'ai fait une connerie. En fin de compte, non, j'arrive pas. Je me suis forcée, j'ai essayé d'aller loin, mais j'y arrive pas. Cette histoire a tenu comme ça pendant 4 ans. Et à la dernière minute, avant que je tombe enceinte, j'ai craqué. Et il vient, comme à chaque fois, ça prend 3 mois, il revient dans ma vie, après il pleure, et il me fait une scène de ménage, il me cherche à partout sur Paris. Et puis, la dernière fois, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus. Il vient chez moi, il fait ce qu'il a fait à faire, il est reparti. Et c'était pas sexuel, c'est ça. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'était pas quelqu'un qui voulait que sexuellement et qui partait. Non, c'était pas ça du tout. J'avais l'impression qu'il voulait se recharger ses batteries et il sortait de ma vie. Mais il savait pas qui rentrait dans ma vie. Et moi, je me suis attachée énormément à cette personne. Déjà physiquement, c'est pas sexuellement, c'est physiquement. Je trouvais très très attirant, même maintenant. Je ne peux pas vous expliquer, j'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit. C'est physique. Dès que je le vois, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. Mais voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est-à-dire au niveau des fantasmes, du désir, ou vous le trouvez beau? Oui, je le trouve très beau. Il correspond exactement à l'homme que moi je veux avoir. Parce que moi, pour avoir une relation, je ne pourrais pas avoir une relation avec un homme si je ne le trouve pas beau, mais pas forcément beau, c'est à ma façon à moi. Et je vais être même un peu bizarre. Même ses défauts, c'est ça qui font son charme. Moi, c'est ça qui m'a attiré chez lui, c'est son côté gamin, parce que c'est un homme qui a un côté gamin, qui a un côté enfant. Il vous attendrit. Pardon? Il vous attendrit beaucoup, cet homme. Oui, ça veut dire qu'il a un côté enfant. Moi, comme je suis de tempérament très sûr de moi, tout est carré chez moi, je suis une femme très organisée, je gère tout dans ma vie. Lui, il est tout mon opposé, c'est-à-dire il est le petit gamin, tête en l'air, à la one again, comme il dit lui-même, à la one again, mais non, mais c'est pas grave, et moi, c'est ça que j'aime chez lui, c'est le côté où on se prend pas au sérieux, on rigole, mais en même temps, ça m'énerve aussi. Mais bon, j'aime bien parce que je suis là pour l'éduquer. Mais je crois que voilà, je suis arrivée au stade où je commence à l'éduquer, à être sa copine, sa maman, comme sa maman ne l'a pas élevée parce que ses parents se sont séparés, il avait 8 ans. Oui, mais à quel prix? À quel prix pour vous, finalement? Mais voilà, alors, parce que vous passez sur tout, vous excusez toutes ces bêtises, entre guillemets. Voilà, j'en reviens. Cette fois-ci, il m'annonce que voilà, il me veut plus de moi. Je fais le déplacement chez lui en disant au bout de 4 ans, donc là. Hein. Voilà. Il me dit, ça y est, c'est fini. Et cette fois-ci, je suis sûre de moi. Je fais le déplacement chez lui à 10h du soir. Je lui dis, bon, je t'explique. Si tu sors cette fois-ci parce qu'à chaque fois qu'il sortait de ma vie, je n'ai jamais j'ai une fierté. Je n'ai jamais pris le téléphone pour lui dire, s'il te plaît, reviens. Non. Moi, je pars du principe que c'est pas moi qui l'ai cherché. Il assume ses actes. J'ai cette fierté-là. Je suis allée, c'est la seule fois où j'ai fait le déplacement chez lui en lui disant, voilà, tu as voulu sortir de ma vie, si tu re-rentres dans ma vie, cette fois-ci, ça va être grave parce que j'irai déposer plainte contre toi contre harcèlement moral. Voilà, tu harcèles, tu rentres dans ma vie quand il ne le faut pas et tout. Je suis partie en vacances pour l'oublier pendant 2 mois. En arrivant ici, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 36 000 appels sur mon portable, monsieur en train de pleurer. Je vous le dis textuellement, pleurer, il a 41 ans, pleurer, je suis s'il te plaît, dès que tu rentres, il faut que tu m'appelles. Bon, il y avait ma tante avec moi qui a 60 ans, 70 ans, et à votre avis, il m'appelle, il me dit, il faut absolument que tu viennes, je suis chez mes parents, tu prends un billet, c'est moi qui te le paye. Je lui dis, non mais je te connais, tu vas me voir une journée, et je connais l'histoire, on devait rester 4 jours, je lui dis, non, moi je suis partie pour sortir de ta vie, tu as voulu que je sorte de ta vie, maintenant c'est fait. Et finalement, alors? Et finalement, à votre avis, j'ai craqué. Et quand je suis repartie chez ses parents une nuit... Oui, mais là, Michel, vous me dites que vous êtes séparés. Je ne comprends plus, là, finalement. Oui, non, mais attendez, vous n'avez jamais été ensemble, ça fait quand même 4 ans que vous êtes avec cet homme, il y a des allers-retours, mais bon, oui, là, ce que je ne comprends plus, je n'arrive plus d'ailleurs à comprendre, est-ce que vous êtes avec lui ou pas avec lui en ce moment? Non, mais il y a une petite fille entre nous. Alors, oui, bien sûr, mais elle a quel âge, votre petite fille? Ma fille a 10 mois. Alors, cette petite fille, justement, comment ça a été un projet dans votre vie? Non. Alors voilà, quand il m'a appelé que je suis rentrée dans sa vie, j'ai eu une relation. Au bout de 2 mois, j'ai su que j'étais enceinte. Et le problème, c'est que quand je lui ai annoncé la grossesse... Au bout de 2... D'accord, oui, au bout de 2 mois, je l'ai su. Moi, je calcule pas mes cycles menstruels. Je ne le savais pas, j'avais aucun symptôme. Et puis, honnêtement... Donc, vous n'en aviez pas parlé ensemble. Pardon?
Vous n'en avez pas parlé ensemble? Non. Moi, il m'a toujours dit ne me fais jamais un enfant dans le dos, ce que j'ai respecté. Je suis une femme très correcte sur ça. Je suis une femme loyale. Quand je dis que je ne fais pas, quand on me demande quelque chose, il n'y a pas de souci. Sauf qu'auparavant, je lui avais dit, Michael, puisque tu es sorti de ma vie, moi, je préfère te dire que j'avais un stérilet. J'ai dit ça et je ne l'ai plus. Parce que voilà, t'es plus dans ma vie, la date est passée, moi je l'arrête. Et le jour où il m'a appelé pour rentrer dans sa vie, il m'a pris de cours. Oui, mais enfin, il rentre, il sort, hein. Voilà, bon. Oui, c'est ça. Alors, il m'appelle de cours, je tombe enceinte, je lui annonce la grossesse. Alors, il me dit, moi, je t'explique, moi, je veux pas d'enfant, hein. Et moi, le problème, Caroline, c'est que à 40 ans, le médecin m'a dit un mot, et je vais peut-être vous dire ça bizarrement, mais j'ai fait la connerie de regarder l'échographie, et quand on voit un petit cœur qui bat, quand on voit un petit être humain à 2 mois, elle avait déjà une petite tête, elle avait déjà une petite forme. Non, mais j'ai bien compris. Bon, de toute façon, la petite fille est là maintenant, hein, donc voilà, bon, c'est bon. Mais alors, moi, Michel, ce que je comprends, maintenant, vous n'êtes plus, parce qu'attendez, on a posé le décor là, j'ai très bien compris. Maintenant, quelle est votre question par rapport à ça? C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, au bout de 4 ans, donc, il vous avait dit, moi, je n'ai pas de relation longue. À l'heure actuelle, il est sorti de votre vie. Oui, il m'a dit qu'il me détestait, qu'il ne m'aimait pas. Il m'a dit, j'ai aucun sentiment pour toi. Je ne t'aime pas, pourquoi tu gardes cet enfant? Cet enfant est là. D'accord. Maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai voulu le reconquérir. Alors, ça veut dire que ma fille a 10 mois, pendant 6 mois, il rentrait chez moi. Comme d'habitude, il aime rentrer chez moi, manger chez moi, il squattait, et arrivé la nuit, il rentre chez lui. Sauf qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. J'ai attendu de lui, entre guillemets, des petites relations, ce qu'il n'a jamais voulu me donner. Cette fois-ci, je vais être honnête avec vous, il n'y a même pas un mois, je l'ai convoqué en présence de ma tante, et alors là, je lui ai déversé tout ce que je voulais. Je lui ai dit, voilà, le problème, c'est pas que je ne veux pas te donner ton enfant, mais je vais t'expliquer pourquoi on a un problème, c'est que moi, je ne veux plus te voir parce que j'ai encore des sentiments pour toi. Je comprends que tu ne m'aimes pas, mais moi j'en ai. Et le fait de te voir, parce qu'il squattait tout le temps chez moi, et le fait de le voir, ça me torturait. C'est comme si on me remettait le couteau dans la plaie, on me le tournait. Alors je lui ai dit, je ne veux qu'à partir de maintenant, tu ne rentres plus chez moi, tu ne viennes plus, et que la petite, on se la donne juste au pas de la porte. On n'est pas obligé. Et puis à la limite, parce qu'il m'appelait 4-5 fois par jour, à quelle heure elle a pris son biberon, à quelle heure elle a mangé. Voilà. Et je sais pas si c'était pour elle ou si c'était pour moi. Voilà, je veux comprendre pourquoi. Et je lui ai dit, on peut s'envoyer que des SMS, je te dirai quand est-ce que tu l'auras, tu vas la récupérer à la crèche, et moi, tu viens ici, tu me donnes la petite à la porte, et tu la récupères. Vous avez bien fait. Voilà. Mais sauf que, Catherine, j'ai un problème, il n'applique jamais, alors, sur le moment, il me dit, oui, je respecte, j'ai compris, je ferai ce que tu dis. Mais jusqu'à présent, il trouve toujours, alors, dites-moi, Caroline, si je me trompe, il trouve toujours une solution. Je ne sais pas si c'est attentionné, si c'est pas attentionné, s'il a quelque chose. Il trouve toujours une solution pour que je monte dans sa voiture. Oui, attends, on va aller chercher le médicament. Non, j'ai pas envie de monter. Mais non, mais 2 minutes, on va aller prendre un médicament. Ça veut dire que l'argument maintenant, c'est notre petite fille. Et à bon, mais alors, quelle est mon attitude envers lui? Je ne sais pas. Est-ce que je dois être ferme en lui disant c'est fini? Alors l'autre fois, il me dit oui. Alors je vais vous demander. Il m'a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait pour le 25 décembre? Je lui dis Noël. Et je lui dis une journée chez toi, une journée chez moi. Bon, mais vous êtes séparés ou vous n'êtes pas séparés? Vous voyez, je comprends pourquoi moi je ne comprends plus rien, parce que vous-même ce n'est pas clair. Vous savez pas bien ce que vous voulez. Mais non, vous n'y arrivez pas. J'entends bien, Michel. Depuis le début, vous me dites que vous êtes amoureuse de cet homme, vous l'avez dans la peau. Quand vous le voyez, vous le trouvez beau. Bon, donc c'est pas étonnant que lui aussi cherche à s'engouffrer dans toutes les failles, puisqu'il sent bien que aussi vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors je dis pas que lui il sait plus, hein. Oui, non, mais bon, de toute façon, la relation dès le début, on comprend, on pouvait un peu supposer la tournure qu'elle allait prendre, puisque vous dites finalement, vous avez dit au départ, vous comprenez, les hommes ils vous disent des choses et puis finalement il faut pas les croire. Maintenant, moi je suis très prudente et bon, non. Dans les faits, non, vous n'êtes pas prudente puisque avec tout ce que vous avez dit cet homme sur lui, vous auriez pu prendre les jambes à votre cou. Au lieu de ça, vous, cet homme-là, aussi fragile, aussi en souffrance, vous vous êtes dit, je vais le réparer. Cet homme-là, je vais le sauver, je vais m'en occuper, je vais prendre soin de lui, ça va être différent. Et vous avez plongé dans cette histoire. Exactement. Bon, cet homme-là, évidemment que vous ne l'avez pas changé.
Cet homme-là se comporte comme un enfant, un comportement très puéril, très immature. C'est un peu l'alibi. Mes parents se sont séparés à 8 ans et je ne m'en suis pas remis, parce que si tous les enfants si tous les enfants dont les parents s'étaient séparés comme ça, une fois adultes, avaient un tel comportement, bon, il y a bien d'autres choses derrière. Mais finalement, c'est le discours qui attendrit, et puis finalement qui fait que il n'assume rien, il prend aucune responsabilité, qu'il a une relation très particulière avec les femmes, et puis qu'il rencontre des femmes comme vous, où finalement vous aussi vous avez une histoire particulière avec les hommes, où vous dites bien, vous donnez ce que vous auriez voulu, ce que vous aimeriez que l'on vous donne. Donc, vous passez sur tout, vous acceptez tout, y compris ce qui est inacceptable. Alors vous donnez. Vous donnez de l'amour, vous êtes extrêmement maternelle, vous restez cette petite fille qui attend comme ça qu'on l'aime, et qui alors effectivement, cet homme-là, il est pas dangereux, contrairement à votre père qui vous battait. Lui, il a un comportement très immature, très gamin. Il vous fait pas peur, lui. Au fond, vous contrôlez. Et c'est peut-être à la base aussi pour ça qu'il me plaît, parce qu'il ne me fait pas peur. Il ne vous fait pas peur. J'ai peur de mon père. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai 40 ans, j'ai encore peur de mon père. Oui. Alors vous choisissez... Par exemple, cet enfant, il est caché, mon père ne le sait pas. Oui. Voilà. Et comme j'ai pas peur de cet homme-là, Et lui, il a vécu avec une femme qui m'a dit, c'est ton opposé. Il m'a dit, j'en ai souffert, elle le traitait comme un chien pendant 2 ans. Mais il m'a dit, toi, t'es tout l'opposé de mon ex. Et c'est vrai. Et oui, mais c'est bien le problème, Michel. C'est-à-dire que vous, là, vous finalement, vous choisissez certainement des hommes qui ont des comportements très très immatures, très infantiles. Donc vous pouvez avoir le contrôle de la relation, c'est-à-dire, comme vous dites, vous êtes quelqu'un qui avait bien organisé votre vie, qui en réaction certainement aimait bien prévoir, planifier, materner aussi. Donc ces hommes-là, ils sont pas angoissants, ils sont pas effrayants, ils sont angoissants aussi au fond, parce que au fond, Michel, c'est vrai que certes ils ne vous font pas peur, mais néanmoins ils ne sont pas pour autant rassurants. Ah oui, tout à fait. Et c'est là où ça rejoint quand même un peu votre père, parce que votre père vous faisait peur. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver au fond un homme qui soit protecteur et rassurant pour vous. Ah oui, ça c'est vrai. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en ça que il y a quelque chose qui se rejoue. Alors de fait, là, vous avez le contrôle de la situation, contrairement à lorsque vous étiez petite fille. Oui. Mais ce sont quand même des hommes qui, certes, ils sont pas angoissants, mais ils sont pas effrayants, mais ils sont un peu angoissants dans leur fonctionnement. Ouais. Ils sont pas sécurisants, voilà. Mais vous savez, j'avais une amie psychothérapeute qui m'a dit, sans faire attention, mais ça par contre je voudrais qu'on m'explique. Elle m'a dit, c'est toi, sans faire attention, tu attires ces hommes-là. Mais comment on peut attirer des hommes-là sans faire attention? Ça veut dire que moi je savais pas qu'il était comme ça. Bon, c'est vrai que je l'ai su après et que je me suis engouffrée dans cette histoire, mais comment? Si. C'est-à-dire que là où d'autres, il vous avait donné les clés quand il vous a dit voilà. Oui, c'est vrai. Il vous avait dit déjà pas mal de choses de lui. D'autres femmes avec un autre vécu, un autre parcours auraient dit oh là là. Ça ne veut pas dire qu'il aurait pas, et ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'intéressant en soi, mais qui aurait dit non. Où est-ce que je m'embarque? Dans quelle histoire je vais aller? C'est quelqu'un quand même de très fragile, certainement qui va me demander de jouer un rôle un peu maternel, ou en tout cas, je ne peux pas avoir de stabilité avec lui. C'est pas quelqu'un de très sécurisant. Et vous, eh bien, vous vous êtes engouffré dans cette histoire. Donc il y a quelque chose où c'est presque plus fort que vous. Vous allez vers des hommes qui que vous cherchez à réparer, vers des hommes fragiles.
Est-ce que vous me parlez de psychothérapeute? Ça veut dire que vous avez fait un travail un peu sur vous? Non, mais j'ai vu cette amie-là, et quand elle nous regarde, elle me dit, tu t'analyses tellement bien, qu'elle me dit, t'en parles tellement bien que tu sais où est le problème. Et elle me dit, c'est à toi de décider. Et le problème vient de moi, c'est que je n'arrive pas à décider. J'ai une fermeté, mais que je montre qu'à l'extérieur. Et quand on me connaît plus que ça, ça veut dire que quand on me voit dehors, si vous me voyez dehors, je vous donne pas du tout cette impression-là. Je me suis construit une image qui donne même limite. On m'a toujours dit que j'avais un air autoritaire à l'extérieur. C'est pas du tout ça. C'est parce que j'ai trop peur. Comme j'ai vécu une enfance très douloureuse, j'étais séparée de mes parents pendant 13 ans. Et j'ai reçu 2 cultures différentes d'éducation. Et quand je suis arrivée chez mes parents, avec mon père, ça s'est très mal passé. Avec ma mère, c'est même pas la peine d'en parler. Jusqu'à présent, la preuve, je suis revenue à mon pays d'enfance, on va dire. Et jusqu'à présent, j'ai un manque de confiance en moi, certes. Et c'est vrai que un homme, par exemple, je vais être honnête avec vous, si je me retrouve avec un homme qui est sûr de lui, je pense que j'arriverai pas, je me sentirai pas bien. Ça vous ferait peur? Je me sens mieux, oui. Ça vous ferait peur? Vous auriez peur qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils deviennent trop autoritaires, qu'ils cherchent à vous dominer? Oui, j'en ai eu un qui a voulu se marier avec moi et il était tellement autoritaire. Mais en plus, en tout bien tout honneur, il m'a dit, voilà, moi je travaillerai, voilà, tu te reposeras et tout. Ben moi non, c'était pas ça que je voulais. Et le père de ma fille, non, il est tout le contraire de ça. Et le problème. Et oui, parce que vous êtes très marqué par l'image de votre père, c'est-à-dire comme si, vous voyez, un homme qui serait peut affirmer dans son identité d'homme, dans sa virilité, forcément selon vous, vous auriez peur qu'il bascule dans la violence. Oui. Alors vous pouvez vous trouver face à un homme bien affirmé dans son identité d'homme. Avec une autorité, sans pour autant être autoritaire, et qui ne basculerait pas dans la violence. Et le comble, c'est que j'aime l'autorité. Je dis, ouais. Parce que l'autorité rassure. Oui, moi j'aime ça. Ça paraît bizarre ce que je vais vous dire. Mais l'autorité n'est pas l'autoritarisme, mais l'autorité rassure. Là, vous étiez livré à un père despote. C'était pas un père qui avait de l'autorité, c'était un père qui se laissait aller à ses pulsions agressives. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais jusqu'à présent, mais ma mère, ma mère, il la traîne même maintenant. J'ai un frère qui a 40 ans. Il lui dit baisse-toi, il le tape. Hein, je veux dire, même moi, quand je repars le voir, c'est. Ouais. Mais c'est pour ça que vous ne supportez pas aussi cette image. Et il y a l'image de votre mère en arrière-plan, qui était soumise à. Ah mais moi, vous ne supportez pas ça. Je lui ai dit une chose, et je m'en rappellerai toute ma vie. Je lui ai dit. Tous les hommes qui rentreront dans ma vie, je les réduirai à néant, c'est-à-dire je les écraserai. Ils auront jamais, ils ne me feront jamais ce que papa t'a fait, jamais. Et voilà, je suis peut-être très très douce, mais c'est pour ça. Alors peut-être vous avez raison, c'est que c'est moi qui sélectionne ces hommes faibles pour qu'il n'ait plus d'autorité envers moi et qu'il j'ai trop peur. J'ai tellement eu de coups dans ma jeunesse, même maintenant des coups physiques et des coups verbaux. Même maintenant, j'ai 40 ans, quand je vais voir mon père, il m'insulte de tous les noms. Hein. Je suis la moins que rien, la petite tout sauf jamais un mot n'est sorti. Même ma mère, c'est la même chose. Ils sont toujours ensemble. Ah, ils sont toujours ensemble et par contre, et paradoxalement, mes filles, je dis tout ce que ma mère ne m'a jamais dit. C'est mes petites princesses, c'est mes poupées, elles sont tout pour moi. En tous les cas, j'essaie de donner ce que je peux. Mais j'en reviens à l'histoire du père de ma fille, c'est que est-ce que vous me conseillez d'être, pour une fois, je vais essayer de prendre vraiment sur moi, d'être radical. Voilà, on va dire ça le terme. Parce que, par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Là, je sais pas. Il m'a dit pour Noël, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit voilà, une journée toi, une journée moi. Il me dit non, moi je veux absolument qu'on passe Noël à 3. Je lui ai dit oui, mais ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Je lui ai dit on va se voir quoi? On va passer un dîner pour qu'à la fin toi tu rentres chez toi et moi je rentre chez moi. Je lui ai dit en sachant la relation que moi, tu sais très bien les sentiments que j'ai. Je lui ai dit si c'est pour la petite, je suis désolée, elle va s'y faire, il faut qu'elle comprenne dès le début qu'on n'est pas ensemble. Je lui ai dit la preuve, tu l'emmènes bien là maintenant? Oui, mais il me dit mais là c'est une fête. Je lui ai dit et alors elle est où la différence? Et voilà, alors mais cet homme, c'est pas tant par rapport à l'enfant, c'est par rapport à vous qui se positionne là. Mais voilà, alors honnêtement, parce que moi j'ai une collègue qui me dit arrête de me dire qu'il a rien pour toi, c'est peut-être qu'il assume pas. Il peut pas assumer. Mais il ne peut pas.
Oui, je pense que c'est pas elle a il raison, doit c'est pas en termes de sentiments, vous l'avez dit vous-même Michel, c'est vous prenez des hommes faibles d'une certaine façon pour pouvoir de façon à ce qu'ils ne vous menacent pas. Mais est-ce qu'il faudrait arriver vraiment à en poursuivant, en faisant un véritable travail sur vous-même, parce que il faudrait sortir de ce schéma pour que vous puissiez au fond trouver une certaine harmonie et que vous puissiez avoir une relation avec un homme sans que vous vous sentiez menacé par celui-ci, avoir moins peur. D'accord. Et avoir plus de fermeté. Mais pas plus de fermeté, c'est-à-dire non, que vous vous sentiez pas autant menacé. Et donc, au fond, parce que là, certes, vous les choisissez fragiles, mais regardez les complications que ça vous amène dans votre vie. C'est que moi, je me retrouve cassée. Vous, ça vous casse. Et oui, ça vous casse finalement. Ouais. Donc, c'est pas mieux. Vous voyez, c'est-à-dire, ça vous casse pas physiquement, mais ça vous casse moralement. Donc, je crois vraiment qu'il faut reprendre un travail sur vous. Et il y a encore beaucoup de blessures à soigner là. D'accord. Bon courage, Michel. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Nous sommes ensemble encore pour un peu moins d'une heure. La ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez nous confier tout ce qui vous préoccupe et vous pouvez aussi nous faire part de toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Des réactions qui arrivent pour Michel, Margot qui nous écrit, qui dit: je me reconnais beaucoup dans son témoignage. J'ai aussi ce tempérament féminin très à l'écoute, beaucoup de liens et de présence dans une relation avec un homme. Je suis comme elle très vivante, mais la relation au père est le problème. Enfant parentifié, c'est-à-dire grandi trop tôt, trop adulte dans l'enfance. Et au final assez en galère dans ma vie de femme. Attention de ne pas s'épuiser comme cela. C'est ce que dit Nelly aussi, qui dit: cet homme ne mérite pas votre confiance, vous êtes trop bonne et méritez mieux, ne vous laissez pas détruire. Cet homme est immature, vous ne serez jamais heureuse avec lui. Courage à vous. Sacha écrit en disant: je pense malheureusement que Michel répond comme une mère auprès de son compagnon. Un appui maternel aurait-il fait défaut à cet homme par le passé? Peut-être, ou peut-être à l'inverse, une mère omniprésente, parce que dans les deux cas de figure, un manque ou un excès produisent parfois les mêmes effets. Il y a également Elisabeth qui dit: Michel, ne vous prêtez pas à son jeu, vous valez mieux. Elle envoie un petit SMS. Et puis Annie qui dit: vous ne savez pas encore très bien ce qui vous convient. En tout cas, Michel fait preuve quand même d'une grande lucidité, puisqu'elle dit qu'elle choisit volontairement des hommes assez faibles pour ne pas les laisser prendre le dessus, puisqu'elle a très peur des hommes qui pourraient finalement la dominer en raison des relations qu'elle a eues avec un père violent. Donc il y a cette peur des hommes qui conditionne beaucoup sa relation aux hommes aujourd'hui. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil amical à un nouvel auditeur qui s'appelle Long Black Coffee, voilà, et qui salue aussi toute l'équipe. Également il y avait Marina qui voulait
réagir au témoignage de Sarah, qui était la première intervenante, en disant, Sarah, il faut surtout montrer à votre mari que vous êtes avec lui dans cette épreuve, l'encourager à surmonter cela et éviter de culpabiliser. On va accueillir maintenant Marianne. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me prendre sur votre antenne. Je vous en prie. Je suis un peu perdue, mais j'ai essayé de retrouver le fil de l'histoire que j'ai vécue et qui me perturbe encore 18 mois après, c'est-à-dire 18 mois après le décès de mon époux, qui est mort suite à une grave maladie, mais ça a été assez brutal puisqu'il a été soigné pendant 1 an et il s'est éteint après donc que les soins n'aient pas abouti. Mais ce qui me culpabilise actuellement et depuis son décès, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir minimisé sa maladie au point de ne pas avoir su le comprendre totalement. Et ayant eu l'habitude de le voir pour un moindre rhume ou une moindre grippe rester allongé, le jour où il a dû rester alité par la force des choses, je ne l'ai pas vraiment cru et je lui demandais de se lever, de se battre, de ne pas agir comme s'il avait un vulgaire rhume, que je considérais moi comme tel à peu près, alors que je savais malgré tout la gravité de sa maladie. Je l'empêchais presque, disons, de trop rester alité et je voulais qu'il se batte. Et je ne comprenais pas qu'il ne pouvait pas se battre puisque, son traitement ne faisant plus effet, il n'était plus en mesure de réagir. Et actuellement, d'avoir agi ainsi, je n'arrive pas à avancer dans un deuil qui m'est absolument très très pénible, d'autant plus que j'avais pour mon époux des sentiments très profonds. Ça faisait une 40aine d'années que nous étions ensemble. Et il a disparu et depuis, sans cesse me revient à l'esprit mon comportement à son égard, c'est-à-dire celui d'avoir été, moi, une battante et de ne pas avoir compris que lui ne pouvait pas se battre et de lui reprocher qu'il ne se batte pas. Il se trouve que les 15 derniers jours de son agonie, où il était en soins palliatifs, je l'ai veillé jour et nuit, en lui tenant la main, en le caressant, en lui disant que je l'aimais. Mais à ce moment-là, il était déjà dans un coma qui était assez avancé, et il n'a pas pu comprendre ni mon pardon, ni vraiment, finalement, ce que j'avais ou n'avais pas fait pour lui. Et je reste toujours dans ce sentiment de ne pas avoir assez fait et de ne pas avoir assez l'aidé peut-être au moment où il m'entendait encore. Je ne sais pas si vous comprenez, Caroline. Oh, très bien, parce que vous êtes très, très précise. Oui. Et de ce fait, donc maintenant, je vis toujours avec cette image devant moi, l'image d'une femme qui n'a pas su vraiment peut-être aider comme il fallait un compagnon qui, lui, de son côté, m'a toujours aidé durant toute mon existence. Alors que je n'ai pas connu, disons, des moments aussi difficiles qu'il a pu connaître. Mais je pense que vous parlez au début de sa maladie, ou puisque vous dites qu'il a été soigné pendant 1 an, donc au début vous-même ne mesuriez peut-être pas la gravité de sa maladie. C'est exactement cela, c'est-à-dire que ayant eu autour de moi il a eu un cancer qui ont pu guérir d'un cancer. Jamais je n'ai pensé que mon mari, qui était solide comme un roc, lui puisse disparaître. Oui. Et de ce cas, j'ai minimisé sa maladie, c'est-à-dire je n'ai pas voulu la voir, je n'ai pas réalisé la gravité. J'étais tellement, disons, dans la vie, si je peux m'exprimer ainsi, ou moi-même très vivante, que je ne pouvais pas admettre que lui soit malade. Et de ce fait, je l'aidais certes en m'occupant de lui, en lui faisant faire les traitements qu'il fallait, en l'accompagnant. Mais parfois même, je me suis retrouvée à ne pas vouloir l'accompagner et en me disant « Mais tu n'es pas si malade que ça, finalement, tu vas faire ta chimio tout seul. Tu n'es pas si malade que ça, finalement, va chercher tes médicaments. » Et comment réagissait-il le pousser à réagir. Comment réagissait-il, lui?
Il me disait, mais j'essaye. Et je lui répondais, mais tu ne fais pas l'effort nécessaire. Tu ne vas pas au-delà de tes forces. Et je ne réalisais pas qu'il n'avait plus ces forces-là. Mais c'est quand vous lui disiez cela, c'est qu'il était encore en état de pouvoir le faire. Oui, je ne sais pas s'il était, parce que lui me disait qu'il n'était pas en état de le faire. Et moi je lui disais, mais non, tu le fais exprès, tu es en état de le faire. Mais ce qui m'a trompé un petit peu dans son comportement, c'est que mon époux, lorsque il avait le moindre rhume ou la moindre grippe, il s'alitait. Et il ne se levait pas, c'est-à-dire c'était même un peu de comédie parce qu'il aimait bien se faire un petit peu chouchouter, Et lorsqu'il a eu cette grave maladie, j'ai dit, mais il réagit, je me suis dit dans moi-même, je ne lui ai pas dit évidemment, mais je lui ai dit, il réagit comme s'il avait un rhume, une grippe, et là il me joue la comédie. Or, le pauvre, il ne me jouait pas la comédie, évidemment, puisqu'il était très malade. Mais pour moi, c'était une partie de sa personnalité qui ressortait dans les moments où, justement, un moindre rhume le clouait au lit. Oui, et puis peut-être que vous vous disiez aussi, qu'en le stimulant, enfin, c'était une façon de faire en sorte de l'aider aussi à lutter. Oui. Enfin, de pas l'enfermer dans la maladie, de pas le considérer uniquement comme malade, de continuer au fond. Et peut-être que votre mari, il vous connaissait, c'est-à-dire que si vous étiez toujours comme cela avec lui, c'est-à-dire quand vous dites quand il avait un rhume, il était là, il avait tendance un peu à traîner au lit, à vouloir se faire chouchouter, vous aviez tendance un peu à le rabrouer en disant ça suffit. Même là, alors qu'évidemment malheureusement c'était pas un simple rhume, vous avez continué à être, tout en étant prévenante avec lui malgré tout, mais un peu à être toujours dans cet élan dynamique de vie, et qui vous dit que ça ne lui a pas fait du bien aussi que vous ne l'enfermiez pas dans le côté malade, uniquement malade. C'est-à-dire qu'à côté, bien sûr qu'il faisait ses soins, mais au fond que vous ayez continué à porter sur lui, j'ai envie de dire presque le même regard. Je ne sais pas, Caroline, parce que à un moment, il me disait presque, enfin il ne me disait pas, mais je le ressentais, je le voyais, que je manquais de pitié à son égard. Et même à ce moment-là, je crois que je n'ai pas compris qu'il m'en demandait plus. Et ce plus, je n'ai pas voulu lui donner, non pas par amour, parce que je l'aimais infiniment et je souffre terriblement de son départ et de me retrouver seule, évidemment, pas seule, mais sans sa présence, c'est plus exactement cela. Je crois que même à ce moment-là, je n'ai pas réalisé qu'il me demandait d'être différente. Mais parce qu'il l'a pas exprimé? Non, aussi. Vraiment. Pas vraiment. Vous le demandait-il? C'est la question au fond. Non, il ne me le demandait pas. Lorsqu'il me demandait de lui prendre la main, je lui prenais la main. Mais il ne me demandait pas autre chose. Je crois qu'il voulait avant tout me préserver parce que... Peut-être. Il savait, lui, qu'il était très malade. Je le savais, moi aussi. Mais de part et d'autre, je crois qu'au médecin, moi j'avais dit, il est préférable de ne rien lui dire. Que lui, de son côté, au médecin, avait demandé ce qu'il avait. Les médecins lui avaient sans doute dit, et pour me préserver, il ne disait rien. Et moi, croyant qu'il ne sachait pas la gravité de sa maladie, j'agissais donc comme si c'était une maladie bénigne. D'où le quiproquo et d'où maintenant ce sentiment vraiment de ne pas plus avoir peut-être prolongé un petit peu sa vie, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas si le fait de l'avoir plus, permis peut-être de rester au lit. De toute façon, je pense que si vraiment il n'avait pas pu, à un moment, vous voyez, vous n'auriez pas pu l'obliger à être debout si vraiment, regardez les derniers temps, quand il était en soins palliatifs, là, vous avez bien vu, vous ne pouviez plus nier la réalité.
Non, là c'est Bon. vrai, je n'ai plus lié. D'ailleurs, je ne l'ai plus quitté pendant 15 jours. Voilà, donc voyez, il y a un moment où il y a quand même la réalité qui se rappelle à vous et de façon assez brutale et cruelle. Hein. Donc, je pense l'idée que vous avez peut-être de dire que en étant en lui permettant d'être peut-être en étant plus douce avec beaucoup de guillemets dans le quotidien avec lui, vous auriez peut-être prolongé sa vie. Oui. Vous savez, ça n'aurait peut-être pas arrêté la course folle des cellules cancéreuses. Hein. C'est vrai, mais je me pose la question, pourquoi pas un seul moment je lui ai dit de ne pas partir, pas un seul moment je lui ai dit que j'avais besoin de lui. C'est-à-dire, il y avait comme une certaine pudeur, une certaine retenue qui, je ne pouvais pas lui dire parce qu'il me semblait qu'en lui disant de ne pas partir, je lui aurais fait sentir qu'il était gravement malade. Mais oui, mais c'est ça, je crois, Marianne. C'est-à-dire que jusqu'au bout, vous avez été dans la vie et dans l'idée que ce n'était pas possible Oui. qu'il parte, qu'il s'en aille. Et peut-être qu'au fond, votre mari, vous étiez gré de ça? Qui sait? Peut-être, mais comme il n'y avait plus aucune communication de sa part, il vous parlez oui, mais alors, vous parlez des 15 derniers jours oui, où il les était... 15 derniers jours. Là. Vous savez, même s'il n'y a plus de communication verbale, tout ces... votre présence physique à ses côtés, le fait de le toucher, de le caresser, de l'embrasser, tout cela, il le sentait. Hein. Vous pensez? Oh, mais oui, ça parce c'était bien. qu'effectivement, Oui. c'est-à-dire, je lui disais de bouger ses paupières. Il m'entendait, il bougeait les paupières. Ben et oui, là, je donc, pouvais lui demander pardon, effectivement, de ne pas avoir su le comprendre. Lui parler, mais continuer à vivre. Je lui disais, par exemple, Oui. je suis dans la salle de bain, tu m'attends, je reviens, alors que nous étions dans la même chambre, puisque je le guettais nuit et jour, enfin, j'attendais. Mais il y avait une petite salle de bain qui avait été mise à ma disposition, et comme si je vivais dans la maison avec lui. Il ne me répondait pas, et je me posais la question, mais m'entend-il? Que fait-il? M'en veut-il? Et comme il ne pouvait pas me répondre s'il m'en voulait ou non par rapport à mon comportement, il est parti sans que je puisse moi-même continuer à vivre avec un apaisement par rapport à un comportement et par rapport à quelque chose qui pour les autres me disent a été remarquable de ma part puisque j'ai continué à le soigner jusqu'au dernier souffle, mais qui pour moi fait que je n'ai pas été à la hauteur. Vous voyez, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mais à la hauteur par rapport à vous-même. Oui. Mais je pense, est-ce que votre mari s'est montré agressif avec vous Non, dans cette jamais. période-là? Vous voyez, c'est pour ça, Marianne, je pense que votre mari aurait toujours eu la possibilité de dire si vraiment... Peut-être qu'au fond, si vraiment il y avait des moments où il a dû prendre sur lui, mais peut-être qu'au fond, même si lui, comme vous dites, il y a eu un non-dit entre vous, parce que c'est ça voilà. au fond. Je crois que peut-être, est-ce que ce qui vous fait souffrir, c'est pas le fait de ne pas avoir pu parler, au fond, de l'issue possible, et du fait qu'il allait y avoir cette probable séparation, de ne pas avoir pu l'évoquer. Vous avez fait jusqu'au bout, au moins jusqu'à cette période où il a été en soins palliatifs, comme si la vie allait gagner. Exactement. Est-ce que finalement, votre mari, même si lui connaissait le pronostic des médecins, est-ce qu'au fond, ça ne l'a pas aidé à tenir, même si, tout en connaissant, vous savez, parfois on a beau connaître, des personnes disent connaître le pronostic, on dit bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais même des personnes qui se savent condamnées par la science peuvent toujours penser qu'après tout,
s'il y avait, les médecins peuvent se tromper, et tant qu'il y a cet espoir, cet amour de nos proches, quelque chose peut arriver. Et le fait que vous croyez si fort, même en le boostant et parfois en le remuant, un peu, eh bien, pour vous, il fallait qu'il tienne le coup, et apparemment, pendant un certain temps, ses forces physiques lui permettaient de le faire. Sinon, à un moment, soit il vous aurait dit, bon, là, je n'en peux plus et vraiment, laisse-moi, ou il serait devenu vraiment agressif en disant, écoute, laisse-moi tranquille, je ne peux plus, là. Non. Vous voyez, vraiment, la maladie, vous voyez, vraiment, quand on est au bout, et vous avez bien vu, quand il a été au bout, ben là, vous vous êtes bien rendu compte que c'était plus possible, qu'il était arrivé au bout de sa vie. Bien sûr. Et ce qui m'a aussi également trompée, c'est lorsque le médecin m'a prise dans l'aparté en me disant « faut-il lui dire que son pronostic vital est de 2 ans ou ne rien lui dire ?» Je lui ai dit non, il ne faut absolument rien lui dire, je le connais, je l'aiderai, moi, à passer ces 2 ans. Et comme il est mort 1 an avant ce pronostic vital, je m'étais tellement fixée j'avais tellement fait confiance au médecin en lui disant je crois à ce pronostic vital de 2 ans, dans 2 ans il y aura de nouveaux traitements, donc il va vivre 2 ans de façon après à pouvoir s'en sortir par de nouveaux traitements. Voilà, mais jusqu'au bout vous y avez cru, donc voyez, vous vous Caroline. Oui, mais ça malheureusement vous n'y pouvez rien. On va marquer une pause et on accueillera Gérald, et je vais vous lire des réactions aussi qui arrivent par SMS. À tout de suite. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Marianne, il y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous là au 7 21 21 code nuit. Je vais vous les lire, et tout de suite après nous accueillerons Gérald qui lui a composé le 39 21. Alors, il y a déjà un message qui dit « Quand papa était en soins palliatifs, nous n'avons jamais évoqué son départ. C'était sa façon de nous protéger, un véritable acte d'amour », dit cette personne qui d'ailleurs vous embrasse. Il y a Catherine qui dit « Vous vouliez tout simplement qu'il donne la main à la vie ». C'est joliment dit. Il y a Marie qui dit « On n'aide pas les gens qu'on aime en pleurant avec eux, il faut les porter avec force et vérité ». Ah oui. Et puis il y a Jean-Marie qui dit votre mari, avec du fait de sa grave maladie, ne voulait pas que vous souffriez en plus. Vous avez beaucoup fait pour lui. Il y a Long Black Coffee qui dit tout est dans le mental, et ce que vous lui avez donné comme attention n'a pu que lui faire du bien. Et il ajoute de toute façon que ça n'aurait rien changé de finalement que vous ayez une autre attitude. Il ajoute au contraire, plus on nous booste et mieux ça nous aide, et vous avez eu un bon réflexe. Et puis il y a quelqu'un qui dit, êtes-vous sûr que dans son coma il n'a pas entendu ce que vous lui disiez? Pour avoir eu un membre de ma famille dans le coma, elle entendait tout. Et je confirme, c'est-à-dire que surtout qu'apparemment c'était pas un coma profond, puisque il était dans une chambre, il n'était pas en service de réanimation. Et même d'ailleurs de coma parfois plus profond, on sait qu'ils entendent. Donc vous dites d'ailleurs pour preuve l'histoire des paupières, il fermait les paupières quand vous lui disiez. Donc il entendait certainement ce que vous lui disiez. Donc tout ça, il ne pouvait pas. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas vous répondre qu'il ne vous entendait pas. D'autres réactions également. Sandrine qui dit j'ai vécu la même chose avec mon père. On est toujours plein de regrets et de remords après. Votre mari, lui, savait qu'il était condamné. Et Annie dit quand on perd un être cher, on a souvent l'impression de ne pas lui avoir tout dit. J'ajouterais, on a toujours l'impression. Il y a toujours cette chose terrible de se dire, évidemment il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas dit. Et puis Annie qui ajoute, peut-on prolonger une vie? Non.
Vous vous reprochez juste votre impuissance finalement. Et puis un autre message qui arrive qui dit c'est si difficile d'accepter la maladie et le décès de ceux que l'on aime de toute façon. Donc il y a aussi quelque part un refus peut-être de voir. C'est ce que dit Brigitte. Peut-être vous était-il tout simplement impossible de concevoir la gravité de son état. Il y a Sergio qui dit 40 ans d'amour à ses côtés, main dans la main jusqu'au bout. Ne culpabilisez pas. Il a eu de la chance de vous avoir près de lui. Courage à vous. Et puis, qu'est-ce que... Attendez, je regarde un petit peu. Et puis, dit, de toute façon, face à la maladie, on est tous un peu démunis. Aussi, un autre message. Voilà. Et puis, Prune qui dit, cessez de vous culpabiliser. Vous êtes humaine, simplement humaine. Courage à vous, vous dit Prune. Oui, Caroline, je remercie vraiment tous les auditeurs là qui m'apportent beaucoup de bienfaits, j'allais dire, par ces propos rassurants, parce que je crois que c'est le témoignage de Marie, et effectivement, mon époux avait un visage très très serein lorsqu'il était à l'hôpital, et les médecins me disaient, c'est parce qu'il vous sent près de lui. Mais on a beau me dire cela, oui. Effectivement, il avait un visage serein. Oui. Mais sur le moment, j'ai dit oui, il sait que je suis là, il m'entend. Oui. Je l'accompagne, je vais recueillir son dernier souffle et c'est bien ce que j'ai fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'après, j'ai commencé à me poser toutes ces questions et ne plus pouvoir vivre comme, je devrais vivre normalement. Peut-être pas normalement, puisque on ne vit plus normalement. On différemment. Et il manque quelque chose. Mais j'aurais besoin vraiment de sortir de cette culpabilité pour recommencer à vivre un peu, continuer à vivre. Continuer, oui. On va accueillir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Gérald. Je vous écoute, bonsoir Marianne. Et je me suis autorisé d'appeler, ça fait longtemps que j'écoute cette émission pour différentes thèmes. Et ce soir, vous m'avez beaucoup ému. Parce que, entre autres activités, je suis conseiller funéraire. Oui. Je vois que, et j'entends, enfin je vois pas, mais j'entends que vous avez beaucoup de douleur, mais vous avez beaucoup d'amour. Alors, dans ce que j'ai entendu, et de ce que les gens à la radio ont entendu, il y a un geste qui est très symbolique, c'est de tendre la main. Oui. Vous l'avez tendu pendant 40 ans et que vous avez dit aussi que le dernier moment où vous avez vu votre époux, vous l'avez vu serein parce que vous avez toujours su l'accompagner. Et par rapport à ça, c'était un beau geste d'amour et qu'il est parti de cœur léger, je pense. Et donc cette culpabilité que vous avez de perdre d'être un être cher, enlevez-vous là. Il est parti heureux. Parce que vous étiez près de lui. Oui, sans doute, mais vous savez, j'ai connu mon époux, donc j'avais 16 ans, et on ne s'est plus quitté, je l'ai connu très jeune, il m'a aidé à poursuivre mes études, il m'a aidé dans toute ma vie, et j'ai l'impression que moi, à la fin de la sienne, je ne m'y ai pas rendue, mais je sais pas, le centième, même moins de ce que lui m'avait donné. Même si la santé était là, moi j'ai l'impression que vous l'avez rendu dessous. Parce que moi, en tant que conseiller funéraire, je suis au contact de gens qui sont défunts. Si vous l'avez vu, la dernière image que vous avez eue de lui, serein, c'est que vous l'avez rendu tout l'amour qu'il a eu pour vous et tout l'amour que vous lui avez porté. Vous pensez donc qu'il ne m'a plus voulu de mon comportement un peu brutal lorsqu'il était encore lucide? Oui, il est parti en vous aimant, je pense.
Oui, c'est important parce que vous dites, Gérald, donc c'est votre métier, c'est votre quotidien. Vous rencontrez donc des défunts tous les jours et vous dites c'est important vous dites ce visage serein dans des moments qui ne le sont pas, hein, quand même. Oui. Bon, la réalité de ce passage comme ça, de quand même d'une agonie et même vous voyez l'équipe soignante dans un service de soins palliatifs qui attirer votre attention sur cela et eux aussi voient des gens dans ce passage qui peut être compliqué même s'ils font on tout. Va dire, je vais être de façon brutale. Il y a des morts qui ne sont pas beaux à voir et il y en a d'autres qui sont apaisés. Voilà, c'est ce que l'on me disait. Les médecins me disaient, mais regardez, il a un visage serein, regardez comme il est beau. Et effectivement, son visage était beau, son visage était serein, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout crispé. Et c'est là aussi où je me disais, malgré la maladie, oui, vous faites bien de préciser, hein, qui est quand même... oui. Voilà, parce qu'il y a toute mort. Ben oui, oui. Donc votre présence a dû beaucoup lui faire du bien et l'apaiser. Voyez ? Certainement. Et ça, j'en suis convaincu. Et il est parti, on va dire, l'esprit léger. Voilà. Et que Marianne, je pense, moi, ce que j'ai entendu, elle m'a beaucoup ému. Elle se culpabilise. Elle n'a pas à se culpabiliser. Et puis une chose que je voudrais ajouter, quand on porte bien la vie, après, il y a des morts qui peuvent être aussi... la mort, c'est toujours une étape. Oui. Mais après la mort, si on les porte bien, je suis convaincu personnellement, parce que moi, je suis personnellement croyant aussi, et en tant que catholique. Mais vendredi, je vais à la mosquée pour la première fois de ma vie, et parce que j'ai essayé de le faire. Oui. Et je vais rencontrer un imam, tout en étant catholique, parce que j'ai besoin de... Je considère, là c'est un autre débat que j'ouvre peut-être, mais je pense que on est tous des croyants. Pour ceux qui sont croyants, on a tous le même Dieu, on a simplement un chemin différent pour retrouver un Dieu. Mais après la mort, si on les porte bien, il y a une autre vie derrière. Et c'est ça qu'il faut se dire quand on a la perte d'un être cher. Pour ceux qui sont croyants, c'est formidable, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est plus compliqué. Oui, après c'est différent. Mais en même temps, pour Marianne, je pense que si elle a vu son époux partir avec un visage serein, c'est qu'il a su qu'elle était là près de lui jusqu'à la fin. Ça, c'est certain. Et puis, encore une fois, le fait, Marianne, que vous n'ayez pas, au fond, trop modifié votre comportement, a permis aussi à votre mari de conserver une certaine image de lui-même. Et je vous dis, ça l'a pas réduit à ce statut de malade. Déjà, il avait suffisamment à faire avec ça quand il allait faire ses séances de chimiothérapie, quand il faisait ses soins. Au fond, avec vous, il a pu continuer à être lui-même. Et pas seulement un corps souffrant, et pas seulement un être malade. Et ça... Et sans être jugé par rapport à son état. Oui, et ça, peut-être que c'est aussi très important. Ça a été important pour lui. J'espère, Caroline, j'espère, Gérald. Mais vous voyez, des moments, j'ai été si dure, par exemple, même lorsqu'il lui arrivait de s'oublier, parce qu'effectivement, sa maladie galopant de jour en jour, son état s'aggravant de jour en jour, cela même, je ne le voyais pas. C'est-à-dire, à partir du moment où il s'oubliait, je lui disais, mais comment peux-tu t'oublier ? Comment peux-tu encore agir comme ça et me faire cela ? Vous voyez jusqu'où allait ma brutalité. Oui, mais parce que ça vous agressait, au fond. Oui, peut-être. Ça vous agressait et c'était une façon... Vous qui étiez en souffrance, Marianne. Oui, énormément. Oui. Alors, Caroline, si éventuellement, moi je veux bien laisser que vous passiez mes coordonnées à Marianne, et si elle veut me rappeler, on peut en reparler. Oui, Et elle m'a extrêmement émue.
Mais écoutez, merci beaucoup, Gérald, et puis ça nous permet de parler un peu avec vous, de connaître votre métier dont on parle peu, pas assez, parce que la mort reste encore très tabou dans nos sociétés. Moi, je suis convaincu qu'après la mort, si on la porte bien, il y a une autre vie pour les défunts et pour ceux qui vivent encore. C'est une façon philosophique de voir les choses. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça aide beaucoup. Mais c'est une vérité. Mais Gérald, il y a votre, disons, votre plaisir, ou même, je veux dire, au-delà du plaisir, votre philosophie de croire qui n'est pas la mienne. Et cela, pour moi, est peut-être un handicap actuellement. Certainement. Mais enfin, c'est comme ça, Oui, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire, passer. Et puis, vous restez enfermé sur le fait que j'ai l'impression, par rapport, vous dites 40 ans de vie, vous l'avez connu à 16 ans, et vous culpabilisez tellement, alors que non, vous n'avez pas à culpabiliser. Beaucoup, c'est vrai. Et il faut que vous passiez peut-être un cap, mais pour vous dire, gardez cette dernière image. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, j'ai eu mon grand-père paternel. Il est mort, il avait 82 ans, amputé des 2 jambes. Il était marqué par la cortisone, etc. Et il avait une image, le corps très très marqué, le visage. Et quand je l'ai vu sur son lit de mort, il était serein. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir, pour ce grand-père pour qui j'avais énormément d'amour et d'affection, la dernière image que j'ai de lui, c'est sur son lit de mort, et c'est la plus belle image que je garde de lui. C'est tout. Oui. Malgré toutes les souffrances que j'ai eues avant. Donc quoi, les choses, des fois dans la vie, il faut savoir relativiser aussi. Simplement. Quelques messages qui arrivent encore pour vous par SMS, Marianne. Il y a Brigitte qui dit: quel terrible poison que la culpabilité, comme si vous ne souffriez pas assez comme ça. Vous avez fait au mieux, apaisez-vous. Et puis il y a Patricia qui dit: au risque de me répéter, votre mari vous aimait battante, il n'aurait pas voulu que vous soyez autre. Ne culpabilisez pas, je vous embrasse, dit Patricia. Il y a quelqu'un qui nous dit: j'ai été dans le coma, les médecins ont vivement conseillé à mes enfants de venir. J'avais, je sais pas, une chance sur 5 de m'en sortir, mais je sentais leur chaleureuse présence et la personne est là puisque elle envoie le message. Et puis quelqu'un qui dit: quel plus beau message que de dire à un être cher: bat-toi au seuil de la mort, vous l'aimiez au-delà, il vous connaissait, et ça a été là un message d'amour, nous dit Flore. Et puis il y a également Jack qui dit: la maladie est aussi dans certaines situations un moyen de grandir en humanité et en maturité. C'est vrai aussi pour certains. On accueille également Marité. Vous pouvez rester avec nous, Gérald, si vous le souhaitez. Mais je vous écoute, Caroline. Alors bonsoir Marité. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Marianne. Bonsoir Marie. Bonsoir Gérald. Alors je suis accompagnant en soins palliatifs depuis 10 ans. En bénévole donc? Oui, en bénévole. Oui. Oui. Et Marianne, vous savez, je rencontre des Marianne quotidiennement. Oui. Et je voulais lui dire que ce qu'elle ressent, elle n'est pas la seule à le ressentir. On a toujours de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un qu'on a tellement aimé. Mais ça fait partie aussi du chemin qu'elle doit peut-être faire. Ça fait combien de temps qu'elle a perdu son mari? Je n'ai pas... Ça fait 18 mois. 18 mois. Oui. Vous savez, vous avez été présente et c'est ce qui compte le plus pour lui. Je crois que la présence, même silencieuse, aujourd'hui j'ai rencontré un couple, le monsieur ne pouvait pas parler parce qu'il a été en des sondes, et sa femme a dit: on parle pas beaucoup, on peut pas, et je lui dis à ce monsieur: mais ce qui compte c'est la présence, et il a baissé la tête en me disant: oui, vous étiez là, et même quand vous aviez un peu de colère, mais c'est normal. Oui. Ah bon? C'est normal de voir ces moments. C'est avec les personnes qu'on aime le mieux, où on peut se dire ce que l'on veut. Il n'y a qu'avec son mari qu'on peut avoir ces mots. Il faut surtout...
vous culpabilisez, je le comprends un petit peu, mais en même temps, tout ça va passer. Il faut vous réinvestir dans la vie. Oui, mais comment faire? Bien sûr, j'essaie de réinvestir, mais je vis quand même en pensant toujours à ce manque de discernement à son égard. Je veux dire que il me semble qu'on ne doit pas agir comme j'ai agi lorsqu'on a en face de soi une personne atteinte d'une si grave maladie. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand vous alliez le voir, moi c'est la même chose, on me dit quelquefois, oh, c'est formidable ce que vous faites. Non, parce que je ne vais pas voir des morts, moi je ne vais pas voir des mourants, je vais voir des personnes en vie. Oui. Et ce que vous avez fait, vous, et je crois que Caroline l'a dit, c'est que vous êtes allé voir votre mari dans la vie. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vous avez agi avec lui comme avant, comme vous faisiez toujours auparavant. Je pense que c'est ce que vous devez garder. Oui. Vous voyez, il n'aurait peut-être pas compris si vous aviez été trop dans la... Mais presque trop prévenant, trop prévenant, c'est très bien d'être prévenant, mais trop, non, tout d'un coup modifier votre comportement. Absolument. Et puis presque, parfois on infantilise du coup, quand quelqu'un est malade, vous voyez, alors surtout dans un couple. Ça peut être terrible, c'est-à-dire que le mari se transforme, devient un peu l'enfant. Et alors entre aimer, vous voyez, il pouvait aimer se faire chouchouter parce que c'était un rhume et justement parce qu'il savait que c'était pas grave. Là, c'est très agréable parce que justement, on sait que c'est rien. Mais en revanche, quand on sait que c'est quelque chose de grave et que l'issue peut être fatale, là, ça devient beaucoup moins drôle. Oui, et puis c'est vrai, Caroline, c'est Marité, excusez-moi, et Caroline aussi, il avait 10 ans de plus que moi. Donc, si vous voulez, j'ai toujours été l'enfant qu'il protégeait, et du coup, il est devenu, je suis devenue la femme qui devait le protéger. Je me suis sentie investie d'une responsabilité que je n'avais jamais eue, et cette responsabilité, eh bien, je ne l'ai pas assumée jusqu'au bout. C'est vous qui le dites, mais je pense que non, vous l'avez rendu digne jusqu'au bout, justement. Oui, c'est le mot. Vous l'avez rendu digne jusqu'à la fin. Oui. Et justement, le considérant comme il était, comme un adulte, comme un homme que vous avez aimé, que vous aimez. Moi, je crois que oui, presque même dans votre réaction qui pourrait paraître, vous dites dure quand vous dites que parfois il se laissait aller parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, malheureusement. Mais finalement, votre réaction de dire comment, c'est-à-dire même là, vous voyez, vous auriez pu dire, justement, ça restait votre homme. Oui, j'aurais pu lui dire, mais ce n'est pas grave, je vais te soigner. Voilà, comme voyez la maman qui aurait changé les draps. C'est ça. Non, c'est-à-dire, il restait votre homme et il y avait presque quelque chose de dire non, vous le vouliez digne jusqu'au bout. Il y avait quelque chose de ça. Moi, je m'en veux de ça, Caroline, c'est de pas lui avoir dit, mais attends. Ça peut s'entendre autrement. Ça peut s'entendre autrement. Au contraire, je le poussais sous la douche en disant, tu dois te laver. Et je m'en veux d'avoir dit tous ces mots, voilà. Non, je crois que vous étiez dans la présence et dans le bon raisonnement. Vous culpabilisez parce que c'est en vous maintenant. Je crois qu'il faut essayer de vous libérer de ces paroles. Vous voyez, moi, maman, j'ai gardé, c'est une autre chose, mais j'ai gardé maman et je la houspillais aussi quelquefois. Je lui dis, mais enfin, quand même, tu dis n'importe. Vous savez, on va avoir des étrangers et on n'agit pas pareil avec les siens. C'est très juste, oui. Avec mes malades, je suis très douce, je suis compréhensible. Et puis avec maman, j'étais un peu plus dure. Et avant de partir, j'ai eu cette chance de lui dire, maman, je te demande pardon de t'avoir un petit peu bousculée. Il m'a regardé avec un air en me disant, qu'est-ce qu'elle me raconte ici? Vous voyez? Oui. Alors, ça veut dire que non, votre mari s'en est pas rendu compte parce que vous avez agi avec lui comme dans la vie qu'il était. Et ça, vous vous rendez bien compte que vous avez été dans la justesse. Merci Marité pour vos paroles. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on accueille également Eliane. Bonsoir Eliane. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je réagis à l'histoire de Marianne parce que je trouve qu'elle a très bien fait. Elle n'a pas fait de son mari un assisté ou une épave. Elle lui a gardé sa dignité. Elle l'a laissé vivre normalement. Lorsque j'étais enfant, j'ai souffert d'une très grave anémie pendant plusieurs années. Alors on m'a fait courir les hôpitaux, les spécialistes, etc. Les parents étaient affolés.
Et j'allais en maison de repos tous les ans. Mais ma mère m'a fait un cadeau. Elle a fait de moi une petite fille normale. Elle me disait, ne joue pas les malades. Allez, ça suffit. Tu sors. Il y avait un square en bas de chez nous. Tu vas jouer avec les autres. Tu ne restes pas toute seule, etc. Et finalement, j'ai eu une enfance normale. Et je trouve que c'était la seule chose à faire. Parce que elle l'a préservée dans sa dignité d'homme. Merci. Oui, c'est ça. Vous dites comme Marité, le mot, la dignité, finalement. C'est ça. Merci. Au revoir, Marianne. Au revoir, Marianne. Merci Caroline. Merci à tous ceux qui m'ont apporté le témoignage. Je pense que ça va m'aider en essayant de réfléchir un petit peu à ce que j'ai fait ou pas fait et aller de l'avant. Je remercie Gérard également pour son appel. Je veux bien essayer de le contacter. Gérald, oui. Hors antenne, on va pouvoir vous mettre en relation. Il y a Roro aussi qui... il est là encore, Gérald. Donc, on va vous mettre en relation hors antenne. Il y a Roro qui dit, j'ai été bénévole dans l'accompagnement. Roro qui vous remercie, Gérald, pour vos paroles et qui vous envoie ses meilleures pensées également, Marianne. Merci. Voilà. Et merci à vous, Caroline, de m'avoir écouté si longuement. Merci pour vos émissions que j'écoute régulièrement. Je vous avais déjà appelé lors du décès de mon époux, vous vous rappelez peut-être plus, il y a 18 mois. Mais je vous remercie vraiment pour les émissions que vous faites et tout le réconfort et les bonnes paroles que vous avez trouvées. Merci encore. J'espère que ça va vous permettre de vous apaiser un petit peu. Merci Caroline. Et puis surtout, ne raccrochez pas, Marianne. Oui. Et donc on va vous mettre en relation avec Gérald. Merci infiniment. Merci beaucoup Gérald de votre intervention, ainsi que Marité et Eliane. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Beaucoup de réactions qui arrivent encore suite au témoignage de Marianne, sujet pas facile, pourtant effectivement parler comme ça de la mort, du comment faire avec la culpabilité, quand Marianne nous disait qu'elle avait eu l'impression de ne pas avoir suffisamment entouré son mari pendant sa maladie, de ne pas avoir été suffisamment prévenante avec lui, d'avoir minimisé sa maladie. Nadia envoie un petit mail pour dire: vous faire souffrir comme vous le faites n'est pas utile, car votre mari vous aimait fort, c'est évident, mais vous vous en voulez d'avoir eu ce comportement dur. Alors si vous voulez vous faire pardonner, libérez votre cœur de là-haut, ce sera une autre preuve d'amour que votre mari recevra. Et puis Alex, lui, envoie un petit SMS en disant: à la fin de sa vie, on ne pense qu'à l'amour et au manque des siens. Être aimé jusqu'à son dernier souffle, c'est inestimable. Deux êtres qui s'aiment peuvent culpabiliser de survivre à l'autre et rien d'autre. Annie ajoute: c'est difficile de n'être que malade. Et Nora dit: on peut même être agressif parfois dans ces périodes-là, mais il y a tellement d'émotions dans ces moments-là. Et puis il y a Petite Plume qui dit: il est une phrase de Khalil Gibran que je trouve très belle: les funérailles chez les hommes ne seraient-elles pas fiançailles chez les anges? Et justement, allez, pour conclure sur une petite note comme ça d'humour, il y a Georges qui me dit: moi, quand je serai au ciel, promis, dit-il, le plus tard possible, je l'espère pour vous, mon cher Georges, et pour nous, parce qu'on veut vous garder encore longtemps, il dit: promis, j'essaierai là-haut de retrouver Freud, mais si ça ne vous dérange pas, j'essaierai de retrouver Greta Garbo, juste pour voir à quoi elle ressemble. C'est un vieux fantasme. Elle doit être magnifique, mon cher Georges. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves, rêvez de Greta Garbo ou de ce que vous voulez. Et puis demain, n'oubliez pas, tout à l'heure, le Père Noël revient sur Europe 1. Il est maintenant 1h.